Alors Marc, une petite interview juste sur la réorganisation du musée, avec ces expositions temporaires qui changent, comment est née l'idée et qu'est-ce que tu as envie de faire? L'idée, elle est née du fait que j'ai vu beaucoup de musées dans ma vie et j'ai toujours été assez frustré de voir en fait cette espèce d'opposition qui est créée un peu artificiellement entre les expos temporaires, c'est-à-dire vraiment on travaille sur les artistes, ça tourne, ça crée de la nouveauté, et puis les expos permanentes qui donnent en fait la réputation du musée poussiéreux, c'est quelque chose qui ne bouge pas, on voit toujours les mêmes choses, on ne sait pas trop comment lier, comment connecter en fait les permanentes et les temporaires. Et à un moment je me suis dit bon, faut oser un truc quoi, il faut repartir à zéro, il faut arrêter de faire cette espèce de séparation, et en fait soudainement il y a plein de séparations qui sont arrivées, c'est-à-dire qu'il y a eu permanente temporaire, bon faut la faire sauter, public spécialisé, public non spécialisé, il faut faire sauter. Et l'idée c'est qu'en réfléchissant à tout ça, en discutant avec mes collaborateurs, en me prenant bien la tête aussi, à un moment je me suis dit, il ne doit plus y avoir ces séparations-là, et une manière de faire c'est que les permanentes, donc on va dire les objets des collections d'un musée, doivent venir donner des clés de compréhension nouvelles aux expositions des artistes. Ce qui est encore plus intéressant dans le champ de la science-fiction, puisque c'est un champ que les gens connaissent relativement peu. Donc comment percevoir l'originalité d'un artiste si on ne connaît pas le monde dans lequel ou à partir duquel il émerge. Et l'idée a commencé à venir comme ça, en se disant finalement, si je présente les collections, je présente des esthétiques qui sont traditionnelles, puis les gens voient ces représentations-là, et finalement lorsqu'ils voient le travail d'un artiste, ils voient quelque chose d'une part de nouveau, mais quelque chose de nouveau qu'ils ont déjà un peu prévu avant. Mais ils n'ont pas vraiment vu ça, ils ont vu d'autres choses. Et on peut commencer à créer plein de connexions. Donc l'idée est née de là, de dire un musée n'a pas besoin de s'appuyer sur des séparations, il n'y a pas besoin qu'il y ait des dichotomies. Un musée doit s'appuyer sur le visiteur et qu'est-ce qu'il attend. Et l'avantage quand on coupe ces séparations-là, c'est que le public spécialisé, il va découvrir un univers qu'il connaît peut-être, mais il n'aura pas tout vu. Il va découvrir des textes, des BD, des films qu'il connaît peut-être, mais il n'aura peut-être pas tout vu. Donc il va quand même être nourri par ce qu'il voit, avec une mise en scène, une scénographie, etc. Donc il sera satisfait. Puis le public qui ne connaît rien, vu qu'on lui offre finalement ces représentations qui ont permis aujourd'hui d'avoir un artiste qui fait du super-héros, et on lui a montré du super-héros qui fait du jeu vidéo, et on lui a montré comment les personnages, les héros de la science-fiction deviennent de plus en plus technologisés, comme on le voit chez Bricklow dans Splinter Cell. Alors soudainement, les ponts se font, et donc celui qui connaît, entre guillemets, rien, ou très peu de choses, alors il est nourri dans une thématique générale. L'avantage avec ce dispositif, parce que maintenant on considère la Maison d'Ailleurs comme un dispositif général, cohérent, qui s'appuie sur plusieurs espaces, mais finalement ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est qu'il nous donne une liberté considérable. Je peux décider de faire une expo sur les super-héros, ce qui sera fait en 2014, puis je peux dire je mets du comics partout. Ou au contraire, je mets jamais de comics, mais je mets toujours comment le héros se construit. Et puis on finit avec le super-héros. Je peux décider de montrer comment le héros au 19e siècle, Jules Verne, enfin Captain Nemo, Hatteras, etc., on préfigure finalement ce héros, ce super-héros qui vit un peu reclus, qui ne se mêle pas au monde, etc. Et donc ça me laisse une liberté de discours, je peux dire à peu près ce que j'ai envie sur une thématique, non pas seulement parce que j'écris des textes contre les murs, mais parce que je peux finalement moduler le musée en fonction de ce que j'ai envie de dire, et j'ai même plus besoin du texte. Alors je vais en créer un forcément pour ceux qui veulent aller plus loin, mais le but c'est que les objets parlent par eux-mêmes, et c'est une bonne manière de valoriser, de rendre aussi justice à ces objets qui souvent sont vus comme des objets, mais qui racontent une histoire, si ce n'est celle de la représentation, au moins celle du genre. Et c'est cette liberté nouvelle acquise par le musée, par Souvenirs du futur, qui à mon avis laisse augurer des belles années, puisqu'on va pouvoir travailler sur des thèmes soit super précis, soit super généraux. On va pouvoir créer des ambiances spécifiques, on va pouvoir créer des panoramas ou au contraire la loupe un peu ou le microscope. On peut vraiment travailler sur ce que l'on veut en fait. Et Souvenirs du futur, c'est le dispositif, c'est ce qui transforme le musée, mais c'est aussi ce qui permet au musée de commencer à pouvoir dire on peut raconter des histoires aux gens, et on va les raconter à travers plusieurs types d'objets, sans présupposer de la part des gens qui connaissent tout. Il n'y a plus besoin qu'ils connaissent quelque chose. Et la Maison d'Ailleurs devient un musée qui n'est plus exclusivement, si ça l'a été un jour, mais en tout cas il est de moins en moins un musée d'initiés, sans pour autant dire qu'il refuse des initiés, mais il s'ouvre au grand public, et cette ouverture, c'est aussi ce que nous on ressent à l'interne, cette liberté nouvellement acquise où on peut dire qu'est-ce qu'on veut dire aux gens, sans se dire ils connaissent pas. Ça veut dire que là, il y a une exposition Bricklow. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'espace permanent?
Alors, quand on a monté Briquelot, l'idée c'était de travailler sur ce processus créatif. Hein. Si on part du carnet, on passe par l'original, puis on monte vers la repro. Et c'est ce processus créatif qu'on a appelé genèse. La genèse d'une esthétique ou d'un imaginaire ne provient pas de l'œuvre finale, mais provient déjà des premiers travaux de l'artiste. Et ce que l'on a fait dans Souvenir du futur et dans l'espace Jules Verne, c'est montrer ce processus qui a constitué non pas l'imaginaire d'un artiste, pour Briquelot, mais l'imaginaire d'un genre. Souvenir du futur montre comment l'imaginaire de la science-fiction s'est constitué au XXe siècle. On voit l'évolution, comme chez Briquelot, on voit l'évolution. Et puis dans l'espace Jules Verne, on montre les étapes importantes qui ont permis à la science-fiction d'exister au XIXe siècle, les utopies, les voyages imaginaires, les voyages extraordinaires, les figures de héros, les nouvelles sociétés, des choses qui existent déjà au XIXe, qui préfigurent la science-fiction. Et c'est donc ces trois processus, ce qui amène la science-fiction, ce qui constitue la science-fiction et ce qui constitue l'imaginaire d'un artiste dans le champ de la science-fiction, qui unifie les trois espaces du musée en proposant quand même trois expériences singulières, un peu autonome, mais en interrelation avec ce qui se passe ailleurs. Alors, là, on a visité le musée, on a vu vraiment un espace livre, un espace cinéma, un espace BD. Tous les genres, tous les médias sont traités. On a essayé de représenter le plus de médias, on n'a pas traité le média du jeu vidéo, mais de nouveau on s'est laissé cette possibilité, par exemple dans les salles musique, où on a des dispositifs qui permettraient tout à fait d'imaginer mettre un écran et permettre aux gens de jouer. Là on a pris les quatre grands, on va dire littérature qui évidemment est le plus grand par rapport à la science-fiction, l'espace cinéma aussi, l'espace BD. On a choisi l'option musique dans le sens où finalement tu lances le générique de Star Wars, tout le monde te parle de Star Wars. Tu parles de George Lucas, alors la plupart des gens te parlent de Star Wars, je ne sais pas pour les nouvelles générations, mais en tout cas nos générations oui. Par contre tu parles de THX, personne ne sait vraiment ce que c'est, à part les aficionados de la SF. Donc la musique a cet avantage de rappeler des expériences, de films, des expériences de vie, des ambiances, une émotion. Et le fait d'avoir un espace dédié à la musique, c'était aussi avoir un espace peut-être non pas plus vivant au sens strict, mais plus incarné, où on éprouve directement, tu lances comme ça le générique de 2001 et quelque chose se passe. Et la musique a peut-être cette force-là, c'est de loin pas à mon avis la partie la plus importante dans l'histoire de la science-fiction. Elle est importante, mais elle n'est pas aussi importante que la littérature ou la BD. Par contre, elle vient directement nous toucher, elle vient directement nous interpeller par rapport à nos souvenirs, par rapport à des ambiances, par rapport à notre propre imaginaire. Petite question simplement sur les affiches. On a vu qu'il y a une affiche de Star Wars, mais une affiche allemande, j'imagine. Ça veut dire que c'est aussi l'occasion de montrer des pièces un peu décalées? C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que je te parlais avant de liberté. Ouais. C'est qu'on pourrait très bien, ça serait marrant de faire une expo Star Wars, il y a peu de chances que je le fasse d'ailleurs, mais imaginons faire une expo Star Wars où tu mets que des couvertures de comics, de romans, de BD, mais qui ne sont pas du tout en langue française. En polonais, en tchèque, en japonais. Donc on a cette liberté de dire Star Wars c'est... Tu vois, ça dépend sur quoi on veut insister. Si on veut insister sur le phénomène Star Wars en Europe, on mettra que du français par exemple. Mais si on veut insister sur la dimension internationale de Star Wars, même vitrine, mais on prend les affiches en japonais et autres, et là soudainement Star Wars se donne un nouveau discours, c'est pas seulement le film, mais c'est l'impact du film dans le monde entier. Donc voilà pourquoi on joue un peu avec les objets. On a mis Metropolis à 2 endroits, par exemple, on a mis le roman de Metropolis dans l'espace Jules Verne pour rappeler que c'est un roman phare des années 20, 26 en allemand. C'est aussi quelque chose qui constitue la science-fiction, et puis c'est la même année qu'Amazing Stories. Puis en même temps, on a mis une version américaine qui est très peu connue, en fait la première édition en anglais, avec une représentation un peu art déco, etc., mais pas encore l'art déco du film de Fritz Lang, pour faire le lien aussi entre les espaces. Donc on peut jouer. Là, on fait des fois des clins d'œil entre les espaces, on met 2 objets au même endroit, mais c'est 2 objets différents, mais c'est dans 2 endroits différents, et ça permet de créer une connexion sous forme de clin d'œil. On pourrait mettre que du Star Wars partout, bref, on fait un peu ce qu'on a envie, selon ce qu'on a envie de dire. Et là, ce qu'on a envie de dire, c'était la science-fiction est un phénomène mondial qui touche plusieurs supports différents et qui s'exprime de plusieurs manières différentes. Dernière question, prochaines expos, après Briquelot? Alors après Briquelot, pour moi, après Briquelot, c'est après-demain, puisque dès qu'il y a le vernissage, après c'est fini. Entre guillemets, disons. Après c'est Stalker, on va travailler sur le film de Tarkovsky et le roman des Strugatsky. On a la chance de travailler avec le scénographe du film, c'est le scénographe du film qui vient nous faire la scénographie de l'exposition. On va transformer le 2e étage de la maison d'ailleurs dans une sorte de zone où il se passe des choses, tout comme dans le film de Stalker, il se passe des choses qu'on ne comprend pas très bien. Le reste du musée va être alimenté par le fond post-apocalyptique, donc vraiment des représentations de zones, de mondes dévastés, de mondes où finalement seul l'imaginaire existe, puisque l'idée de zone c'est l'idée de la fiction, c'est l'idée d'expérience. On expérimente quelque chose dans les zones comme on expérimente quelque chose dans un livre ou dans un film.
Donc voilà Stalker. Après, il y a une expo sur les super-héros dans l'art contemporain. On travaille avec 5 artistes contemporains dans 5 matériaux différents. Un sculpteur, un photographe, un peintre, l'artiste qui fait du découpage. Et on va travailler sur vraiment le super-héros dans l'art contemporain. Donc non plus des gens qui connaissent forcément le super-héros, bien qu'ils sont nourris un peu de cette image-là, mais surtout comment le super-héros est décalé. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Finalement, on est tous un peu des super-héros. Pensons à nos journées, pensons au nombre de choses qu'on doit faire, pensons à nos horaires de travail, pensons aussi à ce que la société nous demande. On est devenus des super-héros et les artistes contemporains nous disent vous êtes devenus des super-héros. Et puis le reste du musée va être lui alimenté avec, dans l'espace Jules Verne, l'origine du super-héros, c'est-à-dire le héros, avec les dime novels, avec la presse populaire et les feuilletons. Puis ensuite, dans son univers du futur, on va travailler sur l'émergence du super-héros des années 30, donc depuis Superman, un peu avant déjà, mais de Superman, et puis les différents âges d'or des comics, les films, la BD, la musique, pour que le visiteur qui connaît rien, parce qu'il a juste vu Iron Man 2 puis il a trouvé ça pourri, eh ben, il voit plein de choses différentes sur cette esthétique-là, il se rend compte que le super-héros c'est pas Iron Man 2, mais c'est énormément d'autres choses, depuis disons, la presse populaire jusqu'à des artistes contemporains. Puis après on est en négociation, pour l'instant c'est encore un peu... ça va se faire, mais on ne sait pas sous quel titre. On fait une expo sur les Lego, ou plutôt avec Lego, sur les univers étendus. Donc on va travailler sur les univers étendus, sur la déclinaison d'un univers dans une constellation d'univers qui prennent des supports différents. Et de nouveau, là, on peut s'amuser avec son univers du futur, puisqu'on peut prendre livre, BD, cinéma, musique, c'est des supports différents. On peut faire des jeux de construction en haut, on peut faire des jouets, on peut faire du jeu de société. Bref, voilà. Et puis après, on essaie de faire une expo robot. Voilà, robot, ça va être pas mal. C'est un peu loin, là, on est déjà en 2015. Mais une expo robot, ça me tente vraiment. Créature artificielle, quelque chose autour de cette espèce de figure de l'homme moderne qui est passé dans le langage courant, hein, être un robot au travail, travailler comme un robot, c'est même plus quelque chose qui est de la SF, et de voir peut-être un peu reprendre un peu de distance par rapport à pourquoi on a créé un robot, quelles sont les différentes phases du robot, et puis aussi dans quelle tradition plus ancestrale, hein, celle de l'automate et autres, il s'inscrit. Voilà les 4 prochaines expositions de la Maison d'Ailleurs. Là on est jusqu'à fin 2015, après on verra. D'accord. Merci.